Messieurs les présidents et rapporteurs, cher Jean-Christophe, cher Bruno, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les porte-parole d'Expo France 2025, Mesdames et Messieurs, le 22 janvier dernier, nous avons confié une mission, nous vous l'avons confiée, cette mission, cher Jean-Christophe, cher Bruno, une mission un peu particulière. Il ne s'agissait pas d'évaluer un dispositif économique, il ne s'agissait pas de rendre compte d'une décision de gestion, il ne s'agissait pas de compiler et d'analyser des données pour en tirer une conclusion rationnelle, non. Nous avons levé les yeux des graphiques et délaissé les tableaux de pourcentage. Nous avons ouvert les fenêtres de nos bureaux encombrés de notes et de papiers. Nous vous avons confié la mission de nous faire reprendre souffle, de retrouver un goût négligé, le goût du rayonnement. Nous vous avons confié la mission de regarder la France dans les yeux, regarder la France dans les yeux partout où elle vit, partout où elle travaille, partout où elle souffre encore, partout où la fatalité tente d'abattre sur nos concitoyens ces lois trop prévisibles. Regardons à notre tour, mes chers amis, face aux doutes que la naissance du Nouveau Monde provoque, on veut faire croire à l'inexorable destin d'une nation que l'on ose, mot sacrilège, qualifier de puissance moyenne. La France, nation universaliste par excellence, dont on a tellement confondu et on confond encore les tentatives régulières d'inventer des moyens de diffuser le progrès à tous avec l'arrogance de toujours vouloir avoir raison. Mais si c'est cela l'arrogance, si l'arrogance c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, si l'arrogance c'est de proclamer avec Léon Blum le droit au loisir pour tous, si l'arrogance c'est de proclamer avec le Conseil national de la résistance le droit à la sécurité sociale, si l'arrogance c'est de vouloir et de savoir produire le TGV, Airbus et la fusée Ariane, si l'arrogance c'est d'avoir incarné durant un siècle le progrès mondial avec les expositions universelles, alors oui, je fais partie de ceux qui souhaitent que la France soit arrogante. Les expositions universelles, justement. Souvenons-nous de ces lignes du général de Gaulle. Ça doit être la présence de Borloo, je deviens centriste, je cite des... Le côté positif de mon esprit me convainc que la France n'est réellement elle-même qu'au premier rang, que seules de vastes entreprises sont susceptibles de compenser les ferments de dispersion que son peuple portant en lui-même. La France ne peut être la France sans la grandeur. À quoi pensait-il, croyez-vous? La France de son enfance? Celle de Proust, bien sûr. C'était Peggy, c'était la peinture et la musique de la Belle Époque, c'était l'école de la Troisième République, mais c'était aussi les expositions universelles. Je ne referai pas cette glorieuse histoire ici, vous la connaissez, et je suis sûr que d'autres orateurs pourraient le faire encore mieux que moi. Mais il suffit de relire les romans de l'époque pour ressentir cet espoir incroyable que le peuple mettait dans le progrès qu'il visitait comme une cité des sciences entre les pavillons de cette exposition. Espoir souvent déçu, bien sûr, tout au long du siècle, puisque le progrès aboutit aussi bien à l'eau courante qu'au napalm et au vaccin qu'à la bombe atomique. Est-ce une raison pour ne pas vouloir s'en emparer et le faire servir au bien-être des populations? Bien sûr que non. La rumeur des esprits chagrins et des politiques gestionnaires sur le coût, les priorités ou les embouteillages, je vous le dis, sera vite étouffé. Qui veut s'encombrer ainsi quand on parle d'universalité? Encore une fois, la France est grande, mais la France doute. Et que fait la politique face à cette défiance, à ce manque de confiance, à cette désespérance? Dans le pire des cas, elle attise les peurs. Dans le meilleur des cas, elle console les craintes. Mais quelle place pour l'espérance? Et que font les autres grands pays, ceux dont l'émergence ou la volonté de sortir des crises est à l'ordre du jour? Les prochaines expositions se tiendront à Milan en 2015, à Astana au Kazakhstan en 2017,
à Dubaï en 2020. La France n'a pas peur de ces pays, bien au contraire. Mais elle a tant de choses à dire sur le monde d'aujourd'hui que ces pays pourraient ou devraient aussi avoir la possibilité de nous entendre. Une exposition universelle, c'est finalement suspendre le travail quotidien. C'est prendre le temps de parler à tous les peuples de la communauté internationale. Vous avez réuni, cher Jean-Christophe, en tant que président d'Expo France 2025, à plusieurs reprises, une assemblée de talents pour rendre ce projet possible. Députés, dirigeants d'entreprises, artistes, artisans et journalistes étaient présents, vigilants, enthousiastes, rigoureux et efficaces. Ils étaient là pour relever les étapes de ce travail continu qui doit aboutir à l'organisation de la candidature de la France et du Grand Paris pour accueillir l'exposition universelle de 2025. Le sénateur et maire d'Alfortville, Luc Carvounas, était à vos côtés. Vous bénéficiez de la confiance populaire. Des sondages sur l'exposition révèlent une bonne image du projet pour 90% des Français. Je faisais référence aux politiques, ça va les laisser rêveurs. J'ai lu de premières idées, ce ne sont que des ébauches. On pense à l'idée du palais omnibus de 1867 qui occupait tout le Champ de Mars. Et dans le même temps, on pense au Grand Paris. Il y a ces nouveaux territoires traversés par le Grand Paris Express qui marqueraient le progrès de la ville depuis 1937. On pense aux villes de France, à tout ce qu'elles pourraient exprimer, raconter, célébrer. L'ambition du projet intimide. Je vous le dis, c'est de bon augure. On est aussi intimidé devant les 3 porte-paroles du comité de soutien. La navigatrice Maude Fontenoy, qui a traversé seule des océans. La grande chef Anne-Sophie Pic, dont le talent et le travail ont décroché 3 étoiles au Michelin, et le mathématicien Cédric Villani, lauréat de la prestigieuse médaille Fields en 2010. Vos porte-paroles incarnent la France d'aujourd'hui, la France de l'aventure, de la conquête, et j'ose dire la France flamboyante, idéaliste et solidaire. L'élite de l'esprit français vous inspire, mais vous ne vous êtes pas arrêté là. Sachant bien que l'exposition universelle doit se projeter dans l'avenir, comme l'innovant et génial Gustave Eiffel a su le faire en rassemblant les bouts de fer de sa tour, vous avez mobilisé les élèves et étudiants des grandes écoles et d'universités. Ils participent à 12 ateliers de travail que vous avez lancés le 25 septembre, tout récemment. Au sein de chacun de ces ateliers, à Paris et dans toute la France, sera exploré l'un des thèmes qui constituera finalement notre dossier de candidature. Rendu en janvier 2015, ces rapports permettront à notre jeunesse de débrider ses aspirations. La jeunesse de France, que je vois, que nous voyons tous les jours dans les quartiers, et notamment ceux de mon département, la Seine-Saint-Denis, et partout où je vais. Cette jeunesse, parfois calomniée, souvent dénigrée, toujours sous-évaluée. C'est un des plus enthousiasmants avantages de votre projet que de rendre à la jeunesse la chance de nous montrer ce qu'elle sait faire, que l'imagination, grâce à elle, peut encore être au pouvoir. Oui, l'imagination est au pouvoir. Les dernières expositions depuis Lisbonne en 1998 ont lié innovation technologique et développement durable en constituant des tribunes inédites à l'exigence d'excellence technologique. Notre exposition universelle célébrera ce que je qualifie pour ma part avec mes mots, la social écologie, que nous voulons présenter à toutes les nations qui nous visiteront. Toutes celles et ceux qui connaissent le progrès, toutes celles et tous ceux, et je ne veux pas te faire plus de pub que ça, cher Jean-Louis, je vais finir par te compromettre, qui souhaitent, elles aussi, avoir droit à l'eau, à l'électricité, toutes celles et tous ceux qui nous regardent comme une espérance et qui aimeraient tellement ne pas avoir à tenter de traverser la Méditerranée, quitte à se noyer, pour elles aussi avoir droit au progrès de la santé, de l'électricité
du travail, de la démocratie et de la liberté. Bref, pour qu'aucun progrès ne soit pas suivi aussi du mode d'emploi de sa diffusion vers l'amélioration du sort des gens et vers la préservation de notre planète, l'exposition universelle peut être le chemin. Pour que cette exposition, en France, montre enfin que la modernité sait penser les défis durables, que nous savons, si nous nous unissons, si nous libérons nos imaginations, construire un bel avenir, faisons ressentir à nos concitoyens que rien n'est finalement trop grand pour eux. Cher Jean-Christophe, cher Bono, voyez la tâche qui vous attend et je vous laisse le micro. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Sénateur, chers collègues, chers amis, tu as, Claude, donné le ton de cette mission, de cet événement d'aujourd'hui qui est au-delà des propos, des débats, des sujets qu'on adresse régulièrement dans nos débats parlementaires. Et je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont participé et contribué à cette mission. Toi, d'abord, Président de l'Assemblée nationale, d'avoir accepté de nous confier à Bruno Le Roux et à moi cette mission un peu hors du temps, hors des principes traditionnels, d'embarquer l'Assemblée nationale dans une mission de la Conférence des présidents qui aujourd'hui, et tu le verras quand on te remettra le rapport tout à l'heure, a son poids d'idées, de solutions, d'optimisme et d'enthousiasme. Je voudrais remercier, tu l'as cité, celui qui a été l'interface entre ce projet que je porte depuis 2 ans et la conférence des présidents, Jean-Louis Borloo, que je suis heureux d'avoir à mes côtés cet après-midi, parce qu'il a été celui qui a vendu à la conférence des présidents cette idée d'embarquer l'Assemblée nationale dans cette grande mission. Je voudrais remercier Luc Carvounas, qui a été il y a un an et demi au Sénat, l'organisateur d'un grand colloque avec plusieurs collègues parlementaires sénateurs, pour finalement embarquer à sa façon aussi les sénateurs, la Haute Assemblée, dans cette idée, dans le démarrage de cette idée d'exposition universelle. Donc voilà, ce travail, cette mission qui hier soir, dont le rapport a été voté à l'unanimité par nos collègues parlementaires dans notre réunion d'hier soir, est déjà le témoignage d'un consensus, d'une convergence, d'une ambition parlementaire qui accompagne, comme l'a dit le Premier ministre il y a 15 jours, en annonçant le soutien de l'État à cette perspective d'exposition universelle, qui accompagne un travail qui a été fait depuis 2 ans avec des étudiants, avec des grandes entreprises françaises, avec des PME, avec des entreprises innovantes, avec des organisations professionnelles, avec tous ceux qui par leur mobilisation, montrent que ce projet est un projet qui rassemble, est un projet qui fédère, est un projet, tu l'as très bien dit, qui entraîne la France dans une ambition dont elle a besoin pour rayonner dans cette mondialisation dont beaucoup ont peur et qu'il nous faut réintermédier, concilier, réconcilier sans doute avec notre pays, avec nos territoires, avec nos entreprises et d'une manière générale avec tous les Français. Alors cette mission, elle a cette ambition, elle avait cette ambition et le projet qui continue a toujours cette ambition, quelque part de mettre la France en mouvement, de redonner à la France un élan qu'elle semble avoir perdu de temps en temps en s'épuisant, et on en est tous un peu responsables, dans des débats un peu stériles, dans des débats qui nous éloignent, qui nous fragmentent, qui nous distendent, et dans des débats qui nous éloignent aussi de cette mondialisation qui est un constat et dont on a besoin pour prospérer et pour rayonner. Mettre la France en mouvement dans toutes ses dimensions, dans la dimension territoriale, faire de la France le territoire de projet de l'exposition universelle, mettre la France en mouvement dans ses principes économiques, en faire une trajectoire d'innovation, de compétitivité, d'exportation, de renouveau de l'économie française, faire de ce projet un projet social, un projet populaire. Et on sait que le succès d'une candidature tient d'abord à ce qu'un pays ait vraiment envie d'accueillir le monde. Quand on accueille une exposition universelle, je parle sous le contrôle de Xu Bo, qui était commissaire général de l'Expo de Shanghai, qui fait l'honneur d'être parmi nous. Quand la Chine accueille le monde, quand un pays accueille une expo universelle, elle s'apprête à accueillir des dizaines de millions de visiteurs.
Si ce n'est pas tout un pays qui montre qu'il a envie d'accueillir le monde, alors il y a peu de chances qu'on ait un succès dans une candidature. Et je crois qu'un de nos défis, Bruno reviendra certainement dessus, c'est que toute la France, tous les Français aient envie d'accueillir le monde. Et dans nos propos introductifs, signés par Bruno Leroux et moi-même, on met chaque Français, dans chaque territoire, doit contribuer à ce projet. Ça doit être le projet de chaque Français et surtout pas le projet d'un sous-groupe, d'un microcosme parisien, parlementaire, économique. Ça doit être un projet national et un grand projet populaire. C'est un projet également qui ouvre à l'innovation, au numérique, qui ouvre à toute une série de progrès que ces grands projets témoignent. Et je crois que là, on a un vrai effort à faire. Si on part sur une exposition conventionnelle, probablement on n'aura pas cet appel à innovation que la difficulté devrait nous permettre d'obtenir. Quand je relis et quand on regarde l'audace qu'ont eu nos compatriotes au 19e, quand ils invitaient le monde, 50 millions de visiteurs en 1900, quand ils construisaient des monuments aussi fous que la Tour Eiffel à l'époque, ils se fixaient des contraintes. On devait leur dire, quand ils fixaient ces contraintes, vous êtes fous, vous êtes proprement, réellement fous, c'est impossible. Et ils visitaient le champ de l'impossible. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne sait plus nous-mêmes visiter le champ de l'impossible. Tu l'as dit au travers de la citation du général de Gaulle que tu évoquais. Aujourd'hui, si on n'a pas une bonne dose de folie, d'impossible dans le projet qu'on porte, alors on risque de faire une expo extrêmement conventionnelle. Si on a l'audace de dire c'est la France qui accueille le monde, c'est la France dans toutes ses dimensions, dans sa complexité, dans ses paradoxes, dans ses difficultés, dans ces images parfois rétrogrades, si ce n'est pas cette France-là qui se donne le défi d'être et de faire la plus belle expo universelle du XXIe siècle, alors on passera à côté de ce que peuvent nous permettre de faire ces grands événements. Et puis enfin, tu l'as dit, c'est le défi d'une génération. Et j'ai en mémoire, en janvier dernier, une journée extraordinaire qu'on a passée où tous ces étudiants de grandes écoles et universités venaient présenter la manière dont ils voyaient la France et la rencontre de notre pays avec une exposition universelle. Et beaucoup d'entre nous et des grands présidents de grandes entreprises françaises qui étaient là, il y avait à peu près 250 ou 300 personnes à cette journée, certains étaient touchés vraiment par l'émotion, au tel point qu'on voyait des yeux un peu rouges au moment où ces jeunes parlaient de la France au XXIe siècle. Parce que c'est malheureusement un discours qu'on a pu l'occasion d'entendre souvent. Une nouvelle génération qui parle de son pays, de son territoire, avec enthousiasme, avec bonheur, avec ambition, avec la conviction que la France peut ne pas être cette puissance moyenne, mais elle peut être ce grand pays qui, malgré sa taille, dans un monde qui a changé, rayonne, porte des valeurs, porte de l'innovation, porte de l'espérance. Et quand on a vu à quel point ce sujet de l'Expo universelle était approprié par ces centaines de jeunes, qui en parlaient avec des vibrations dans la voix, qui nous faisaient partager ces vibrations et qui avaient une ambition pour l'avenir de leur pays, rien que cet exercice justifiait l'énergie qu'on a pu et qu'on dépense tous ensemble dans ce projet, l'énergie que tu nous as permis de déployer dans cette belle mission parlementaire, l'énergie que mérite cette génération. Et Christian de Boissieu, qui est là, avait conclu la réunion au Sénat en disant essayons de léguer autre chose que des problèmes à la génération suivante. Essayons de léguer cette espérance, cet optimisme, cet avenir. Et si tous ensemble, notre génération, peut se mobiliser, toute catégorie sociale confondue, tout parti politique confondu, acteurs publics, acteurs privés, patrons de start-up ou patrons des plus grandes entreprises, si on a un objet, un objectif, une raison de se réconcilier, de partager ensemble cette ambition, c'est bien parce que s'il y a une ambition qu'on partage tous, c'est de léguer à la génération suivante une belle et une grande ambition. C'était le sens de cette étape, c'est le sens de cette mission. Elle a, je crois, répondu aux grandes questions, mais je vais laisser à Bruno Leroux revenir sur les réponses qu'on a abordées à ces questions. Je suis, moi, heureux de voir à quel point ce projet rassemble, à quel point il fédère et à quel point il participe de cette espérance dont la France a besoin. Merci à vous de votre attention. Bien, Monsieur le Président, je ne sais pas si je vais répondre à la commande de Jean-Christophe parce que, en fin de compte, nous avons tellement envie que vous puissiez lire le plus rapidement ce rapport que nous n'allons pas vous en parler beaucoup. Parce que nous avons envie, mais moi tout comme Jean-Christophe et tout comme Claude avant, envie de vous parler de la France, envie de vous parler de ce que ce projet représente pour nous, l'exposition universelle, et le plus beau prétexte que nous ayons trouvé tous ces derniers mois. Et véritablement, merci d'abord à Jean-Louis
d'avoir proposé à la conférence des présidents ce travail. Merci à Claude d'y avoir répondu, parce que ce n'est pas la tradition. Il a même fallu regarder un peu comment les choses pouvaient se faire. Et puis le cadre était tellement passionnant, tellement nécessaire, tellement utile à un projet qui vivait déjà à côté de nous, mais auquel il fallait apporter la pierre parlementaire, l'expertise qu'il y a ici. Tu me permettras d'ailleurs, parce que je pense que les choses ne sont jamais assez dites. Je sais qu'en remerciant le président de l'Assemblée nationale, je remercie les services, mais je voudrais véritablement souligner l'excellence des services de l'Assemblée qui nous ont accompagnés dans ce travail d'organisation terrible. Il a fallu sur un temps très limité voir tous ceux qui comptaient, et ils comptaient, ils étaient nombreux à compter sur ce dossier, comprendre à demi-mot ce que nous souhaitions, et des fois à quart de mot, même ce que nous souhaitions, et puis après être dans un délai très rapide qui permet d'avoir un rapport dont nous nous félicitons parce qu'il correspond totalement à ce que nous souhaitions, ce que nous voulions écrire, ce que nous avons. Mais je voudrais véritablement, au travers vous, Monsieur le Président, mon cher Claude, je voulais féliciter les services, une nouvelle fois les services de notre Assemblée. Nous sommes donc heureux, vous l'avez compris, de vous présenter aujourd'hui le résultat de ce travail de la mission parlementaire que Jean-Christophe a présidée et que je rapporte avant vous. Une question vous taraude. Allez-vous conseiller que la France organise cette exposition universelle? Oui, c'est la première des recommandations que nous allons formuler dans le rapport. Elle est peut-être un peu cavalière, elle pourra vous sembler un peu cavalière, puisque la première recommandation, c'est d'inviter le président de la République a déposé en 2016 la candidature de la France, du Grand Paris, mais aussi de la France avec ses grandes métropoles, pour dynamiser aujourd'hui et profiter de tout ce qui, dans notre pays, a envie de se mobiliser. Et donc, c'est la première des recommandations, et je vous dis ici, puisque la question viendra, que nous aurons l'occasion, après que ce rapport ait été adopté, remis officiellement au président de l'Assemblée, nous aurons l'occasion, avec Jean-Christophe Fromentin, de présenter dans le mois de novembre au président de la République le rapport et, je l'espère, ensuite, de faire en sorte qu'il puisse répondre, je le souhaite en tout cas, le plus rapidement à cette première sollicitation du rapport, qui est de l'inviter à déposer au nom de la France la candidature de la France, du Grand Paris et de nos grandes métropoles. L'ensemble des auditions auxquelles nous avons procédé nous ont à chaque moment confortés dans notre attachement à cette candidature. Et je voudrais, en ce qui me concerne, m'arrêter plus longuement sur la dernière partie du rapport que nous vous présentons. Nous l'avons intitulé « Une exposition universelle pour faire du bien à la France ». C'est en particulier en cela que je suis, avec d'autres, un fervent partisan d'une candidature française à l'organisation d'une exposition universelle. Nous pensons, nous sommes même sûrs, à la lumière de toutes les conversations, de toutes les auditions que nous avons eues avec vous, qu'elle pourrait générer, la dynamique qu'elle pourrait générer serait un facteur parmi d'autres, bien sûr. Il ne s'agit pas d'en faire une martingale, et nous n'avons jamais cédé à cette tentation de penser que cette exposition gommerait à elle seule le pessimisme qui est trop présent dans notre pays. Mais néanmoins, cette dynamique constituerait un facteur important pour réconcilier la France avec elle-même. Depuis trop longtemps, notre pays est engoncé sur lui-même. Au-delà des alternances politiques, et des politiques conduites d'ailleurs, il n'y a là pas le moindre enjeu de politique partisane, et il n'y en a jamais eu dans ce dossier. La France se vit et se perçoit aujourd'hui comme étant à l'étroit, ne sachant plus quoi faire de son passé glorieux, n'osant plus s'imaginer d'avenir à vocation universelle. Elle ne se projette plus elle-même et elle ne rêve plus beaucoup. La France est un pays, un peuple, une histoire, une place dans le monde, mais la France, c'est aussi une idée. Et cette idée, aujourd'hui, ne semble plus habitée. Un projet d'exposition universelle pourrait être une occasion partagée par le plus grand nombre de réinvestir l'idée même de notre nation. En accueillant le monde, l'on est forcément conduit à s'interroger sur soi, à mettre en avant ses qualités propres, à revisiter ses atouts. Cet exercice nous serait, semble-t-il, salutaire. La conception ou les thèmes qui seront retenus pour notre candidature doivent permettre, je reprends l'expression de Jean-Christophe Fromentin, de permettre à chaque visiteur de partager et de vivre une expérience et non pas simplement de visiter des pavillons. En ce sens, nous pouvons contribuer à renouveler, c'est la proposition du rapport, le modèle des expositions universelles, l'adaptant au XXIe siècle et aux attentes des visiteurs d'aujourd'hui,
qui ne veulent plus s'enfermer des heures durant dans des files d'attente monstrueuses pour au final ne voir qu'une petite partie des éléments proposés. Les écueils à éviter pour notre candidature ont été au cours des auditions listés et détaillés. Ils donnent lieu à un certain nombre de recommandations qui visent à profiter de l'expérience qui a été accumulée, mais qui malheureusement n'a pas été totalement centralisée, n'est pas totalement prise en compte. Nous avons une caractéristique, c'est qu'à chaque fois, nous recommençons souvent de zéro, sans profiter de ce qui a été positif, et il y a eu beaucoup d'éléments positifs chaque fois que la France a présenté des candidatures, mais sans quelquefois non plus prendre en compte ce qui fait que d'autres sont parfois meilleurs finisseurs que nous dans le travail de lobbying, dans le travail de marketing nécessaire à tout type de candidature. Nous devrons convaincre 168 pays membres du Bureau international des expositions, avec un projet dont le moins que l'on puisse dire, c'est que s'il est présenté comme il est travaillé depuis maintenant plusieurs années à Expo France, renforcé dans ce rapport parlementaire, est un projet qui révolutionne le concept d'exposition universelle. Mais là encore, nous avons voulu nous situer résolument dans le XXIe siècle et dans ce qu'est la France, ce petit pays géographique, ce grand pays d'innovation qui mérite de voir ses territoires reliés entre eux dans cette exposition universelle. Mais nous avons mis aussi en avant une condition sine qua non à notre candidature, le soutien populaire à cette démarche. Les sondages attestent, Claude, tu l'as dit, qu'il nous est acquis. Nous devrons savoir et nous devons savoir lui donner un cadre d'expression, de participation et de mobilisation. Les jeunes, notamment, ceux qui ont travaillé sur cette expo universelle et dont nous nous imaginons que dans 10 ans, ils seront en situation, pour certains d'entre eux, de responsabilité, ayant accompagné ce projet sur tout le début de leur carrière, l'ayant fait vivre, l'ayant dynamisé, l'ayant fait partager partout où ils passent dans le monde. Il y a nécessité à faire en sorte que, et je ne reprends pas l'exemple que j'ai repris dans la commission de la ferme auberge du Morbihan, en réponse à notre collègue du Morbihan qui était là dans la commission, et je salue d'ailleurs les parlementaires présents ici qui ont accompagné tout ce travail, mais il doit y avoir une possibilité, parce que notre pays le mérite et parce que nos relations à l'intérieur de notre peuple le méritent, il doit y avoir la possibilité que chacun puisse accompagner, pas simplement participer, mais accompagner. Et nous faisons des recommandations en matière de tourisme, en matière d'accueil, en matière de mobilisation citoyenne, en matière de jeunesse, pour faire en sorte que ce projet ne soit pas le projet d'un comité et que la France, et quand on dit qu'il sera le projet de la France, qu'il soit vraiment le projet de la France et des Français, et qu'ils puissent le partager. Nous concluons dans notre rapport que l'organisation d'une exposition universelle dans 10 ans peut agir comme le déclic pour révéler et augmenter l'énergie positive de notre pays. Je fais mienne la conviction de Pascal Horry qui nous disait « La motivation d'une exposition universelle pourrait être d'extraire ce qu'il y a d'énergie positive en France, de l'afficher pour la gouverne des Français eux-mêmes et des étrangers. » Et je retiens la même idée exprimée différemment, mais par Geoffroy Roux de Bézieux qui disait « L'exposition offrira les moyens de réconcilier la France avec la mondialisation ». Tu l'as dit Jean-Christophe, à l'heure où nos compatriotes ont l'impression que le monde va plus vite qu'eux. Et c'est cette impression que nous devons combattre, non pas en la niant, mais en faisant en sorte d'aller au même rythme que le reste du monde et en donnant à chacun des habitants de notre pays, de nos citoyens, les moyens pour aller à ce rythme. Des expositions universelles, Gustave Flaubert disait qu'elles constituaient un sujet de délire du XIXe siècle. La Tour Eiffel, qui constitue aujourd'hui dans le monde entier la signature de la France, est restée dans notre imaginaire national associée à la grande exposition de 1900. Pascal Horry, encore lui, soulignait justement que ce qui l'a caractérisé au moment de son élévation, c'était précisément son inutilité radicale qui était la marque de l'esprit exposition. Nous avons cherché à faire en sorte qu'il y ait la flamme de l'exposition universelle de 1900 dans nos travaux et en même temps la réalité de ce qu'allaient être des techniques nouvelles, de ce qu'allait être l'apport du numérique, de ce qu'allait être aussi la situation, en tout cas de ce qu'était aussi la situation budgétaire de notre pays au moment où nous mettons, où nous te remettons ce rapport, en essayant d'avoir trouvé un modèle qui est un modèle, on n'est jamais sûr, véritablement, mais un modèle qui puisse être accepté par les Français, accepté par les collectivités, tout simplement parce qu'il sait profiter des grands projets que la France a aujourd'hui. Je pense notamment aux projets en matière de transport, je pense notamment aux projets en matière d'organisation territoriale, et qu'il vise, là encore, à les dynamiser, à les rendre plus sûrs, peut-être pour certains,
parce que je sais, comme député d'une circonscription où il y a le Stade de France, l'importance qu'il y a et l'effet accélérateur qui peuvent être ceux des grands événements qu'organise notre pays. Mais nous avons fait attention dans ce rapport à la question, bien entendu, des finances publiques et de la période budgétaire dans laquelle nous nous situons. Il y a toujours la recherche d'un supplément d'âme dans ce genre de candidature, un désir, une envie. Le souci, donc, nous l'avons marqué, d'inventer les tours Eiffel de demain, qui, a priori, ne servent pas forcément toujours à quelque chose, qui ne sont pas toujours du goût de l'époque, qui ne sont pas conçus pour durer, et qui pourtant façonnent l'imaginaire, la reconnaissance et l'identité d'un pays. Alors oui, la candidature de la France, vous l'avez compris, nous vous proposons, Monsieur le Président, d'user ensuite de tout le pouvoir qui est aussi le vôtre pour la défendre. Je formule un souhait, c'est que nous puissions, à l'Assemblée nationale, continuer à accompagner ce projet. C'est le sens d'une recommandation, et nous vous faisons donc la proposition qu'au moment où la France aura déposé sa candidature, il puisse y avoir la constitution d'un groupe d'études. L'Assemblée nationale reconnaît ce type d'organisation pour accompagner le travail des structures qui seront mises en place officiellement par les partenaires et qui permettent d'accompagner par un travail parlementaire autant qu'il le faudra, un travail de mobilisation des territoires autant qu'il le faudra, le dossier français, la réussite de ce dossier et ensuite sa mise en place. Cela nous permettra aussi, nous en faisons la proposition et nous comptons sur vous pour la défendre, que l'Assemblée nationale fasse une proposition de loi, puisqu'il est de tradition, voire même de nécessité, qu'un dossier soit déposé et qu'il y ait ensuite un projet de loi qui fixe les conditions d'organisation, les questions relatives aux taxes et à un certain nombre d'autres éléments qui conduisent le pays à favoriser l'organisation de cet événement. Et donc nous souhaitons bien entendu que ce projet de loi, en tout cas cette loi, soit d'origine parlementaire et puisse donc faire l'objet d'une proposition de loi que nous travaillerons ensemble dans la continuité de ce travail. Enfin, Monsieur le Président, je voudrais vous dire, mais ça je sais que vous y teniez dès le début, que ce rapport a été adopté à l'unanimité. Et vous pouvez savoir ce que ça représente pour moi aujourd'hui, de n'avoir aucun vent de fronde qui souffle dans l'adoption d'un rapport, d'avoir mes collègues du groupe socialiste totalement mobilisés, de savoir faire l'union de tous ceux qui sont là. Je pense que ce projet peut aussi aider à faire prendre conscience de ce que sont les sujets importants et de ce qu'est la durée en politique. Et si ce dossier, qui est un dossier à 2 ans d'abord, à 10 ans ensuite, peut nous ramener sur une grille de lecture de notre action qui nous permette d'y mettre un peu plus de durée, un peu plus de stabilité, un peu plus de mobilisation et donc forcément un peu moins d'ego et un peu moins de nous-mêmes, cela sera aussi une bonne chose pour le fonctionnement d'abord de notre vie publique et ensuite de la relation que nous devons avoir, monde politique, avec tous ceux qui nous entourent, tout le tissu économique, tout le tissu social. J'espère que ce rapport pourra être une bonne pierre pour améliorer encore toutes les relations que nous avons ensemble. Merci. Voilà.